Comme le jour qui naîtrait dans la nuit, au petit matin d'un réveil, je recherche un brûlant soleil capable de dorer ma mémoire. Elle est dans son ombre, dont le noir donne à ma vie la couleur d'un deuil. Mais est-ce bien nécessaire tout cela si ma voix reste suspendue dans le vide sans espoir d'être crue? Le souvenir de notre histoire, j'y ai pensé à l'annonce de sa mort. Celle-ci m'a été avouée comme tombe une pluie froide un matin de septembre. Je n'ai pu alors m'empêcher de faire une analogie entre le dépérissement du quartier de mon enfance et la brutale disparition de mon premier amour. Un amour impossible. Et en pèlerinage au milieu de la dépouille de ces jours vécus, j'ai peine à croire à ce bonheur d'antan. Ici, rien n'est plus pareil comme avant. Tout me semble petit. Sur la seule cour fruits à pain, la municipalité de Fort-de-France a aménagé un complexe sportif rudimentaire. Comment est-il donc possible de croire que sur ce minuscule espace ait pu habiter toute une population? Et toutes ces cases, que sont-elles devenues? Mémoire, ouvre-moi à toi. Essaie de t'en souvenir. J'ai besoin des odeurs et des couleurs, du bruit et de la vie de cette époque. Là, cachés par le feuillage touffu des arbres à pin, ont vécu des gens maintenant oubliés. Il me semble revoir Monsieur Fafane dans son garage, le corps imbibé d'huile, en train de réprimander un apprenti, l'enfant de Madame Léon. Les mauvaises langues disaient que c'était son fils si on se fiait à la longueur de ses pieds. Lui, il prétendait le contraire, parce que ce garçon avait la cervelle de colibri. Combien de fois lui avait-il montré comment régler le carburateur de la vieille traction de mon père sans avoir pu y arriver? Madame Anita, distraite par l'agitation autour du garage, laissait brûler ses pistaches sur une feuille de tôle posée à même un feu de bois. La case de Mambo, sous le vent, recevait alors tout nuage de fumée. On la voyait sortir, à l'appui sur une canne, à vociférer encore une fois contre Madame Anita. Puis, elle allait ramasser les pièces de la vente du rénovation déposées par un client. Elle comptait le nombre de journaux qui lui restaient à vendre, regardait les pièces dans le creux de sa main, puis rentrait chez elle. Vivait là aussi un ancien combattant qui n'arrêtait pas de nous raconter ses péripéties sur un navire de guerre. On l'avait surnommé du nom de ce destroyer, Émile Bertin. Mamselle Paulette, quant à elle, s'arrachait à longueur de journée une toile d'araignée imaginaire devant un miroir. Son internement ne devenait nécessaire que lorsqu'elle cherchait à regagner par ses propres moyens l'hôpital psychiatrique de Colson. C'était souvent au début du mois de novembre, au changement de lune. Toute nue, son sac en bandoulière, elle remontait la route de Balata d'un pas décidé. Les ambulanciers, avertis entre-temps, l'interceptaient à l'entrée du Sacré-Cœur où elle faisait une halte pour prier. Couli, lui, n'habitait pas dans le coin. Il était du quartier Aubéry, situé en retrait de l'ancienne route, aux abords de la portion en aval de la rivière Madame, appelée le Vassor. On le voyait souvent dans les environs de la cour fruits à pain avec un coutelas enveloppé d'un papier de sac de ciment. Il disait respecter la loi car la lame n'était pas apparente. Aucun gendarme à cheval ne pouvait donc rien contre lui. Torse nu, le ventre plat, sa maigre silhouette disparaissait au coin de la case de Madame Émilienne. Elle, disait-on, son travail était de faire des enfants. Et comme elle les éduquait à coups de lanières de cuir, à l'abri des regards indiscrets, derrière un véritable rempart de vieilles tôles, les gens du coin avaient surnommé sa case, Fort à la Mot. Madame Georges, sa plus proche voisine, hochait la tête à chacun de ses passages. Elle était désireuse de savoir où Madame Émilienne allait de si beau matin, laissant ses 8 enfants dans sa misérable case avec l'interdiction formelle de mettre le nez dehors. Celle-ci était toujours pimpante comme les gens des beaux quartiers de Cluny et de Didier. On laissait donc entendre qu'elle n'avait pas une très bonne moralité. Les hommes, eux, n'approuvaient pas les ragots colportés sur son sujet. Ils l'aimaient bien. Peut-être profitait-il de ses faveurs? Bien d'autres personnages, que ma mémoire paresseuse ne veut point révéler, ont donné vie à ce coin. Et tous, ils furent clients de la boutique de ma mère. Mais j'ai du mal à situer l'emplacement des murs de ce cadre aujourd'hui à nu. Je la devine alors entre l'entrée de la Traînelle et ma petite école où j'ai écrit mes premiers mots. Même absente, je la situe au bout de cette cour fruits à pain, jouxtant la grande demeure coloniale des Bessards. Un énorme quénétier se dressait au-dessus d'une haute barrière en fer toujours fermée. Plus loin, après le carrefour du pont de l'Ermitage, c'est le début du plateau des Terres Saint-Ville, et celui de nos aventures de jadis.
Mais tous ces repères encore en mémoire sont effacés par des échangeurs qui mènent sur la route de Didier. Inutile donc de chercher le légendaire pont de chêne, avec ses parapets ornés de lourdes chaînes aux anneaux massifs et presque inébranlables, d'où l'origine de son nom. De l'autre côté du pont, la maison de mes parents et la grande cour avoisinante semblent, elles, n'avoir jamais existé. Il y avait pourtant là, derrière cette station-service, une grande bâtisse en bois d'un étage. Elle était partagée par notre famille et celle des Rosano. Un peu à l'écart, le long du canal, se trouvait une petite maison basse. On disait chez les Maurice, du nom de son propriétaire. Les locataires y restaient jamais longtemps. Peut-être était-elle maudite. J'y pense maintenant à cause de l'histoire qui s'était passée. Et c'était mon histoire. Oui, cette maison ne pouvait qu'être maudite. Plus loin, à l'emplacement actuel de vieilles épaves de voitures, se dressait un grand et long hangar lugubre. Je n'ai jamais su à quoi il servait. Tout cet espace dégage maintenant une grande désolation. Dans les environs, seule la glacière moderne et le garage Renault ont résisté à cette radicale mutation. Pour ce qui est de la rivière Madame, la partie en amont du pont de chêne, j'éprouve de la peine à la regarder. Elle coulait des jours heureux dans son lit à quelques 30 mètres de la maison. Elle était notre compagne de jeu, notre amie, celle avec qui j'ai partagé mon secret. Ce tourment d'aujourd'hui. Maintenant, je ne distingue plus l'éclat de ses yeux dans le cristal de son eau, ils sont devenus tristes et ternes, nostalgiques du temps passé. Et allongée comme une grabataire dans son lit souillé, elle ne chante plus ses joyeux gazouillements entre les rochers blanchis par le soleil. Sénile, crasseuse, négligée, ses cheveux de roseau mal peignés, elle ressemble à une mendiante que des personnes ne respectent. Et au milieu de ce cadre aujourd'hui défiguré, ossuaire d'une vie passée, celui de mes souvenirs les plus chers, je ne peux m'empêcher de lâcher une larme. Oui, je voulais tant me souvenir de tous ces gens, de ce coin oublié, de ce jour. C'était, je crois, un matin de juillet.